Dans ce village, on m'appelait la stérile. Ils pensaient me briser en m'offrant aux parias de la montagne, mais c'est là que j'ai trouvé la vie. On m'appelait la stérile. Ce n'était pas un murmure, pas une insulte chuchotée dans mon dos. C'était mon identité, une étiquette qu'on m'avait collée sur le front à l'encre indélébile le jour où le docteur Mounier, avec un tact de forgeron, avait annoncé à mes parents que leur unique fille ne pourrait jamais porter d'enfant. J'avais 17 ans. Dans notre petite ville de Val-des-Chênes, où la valeur d'une femme se mesurait encore au nombre de têtes blondes courant dans son jardin, ce diagnostic était une condamnation à perpétuité, une peine de solitude et de pitié. Chaque année, la fête des cœurs solitaires était mon calvaire personnel. Une tradition stupide et cruelle où les femmes célibataires de la ville tiraient au sort le nom d'un célibataire pour un dîner arrangé. Pour la plupart, c'était une soirée gênante mais pleine d'espoir. Pour moi, c'était une humiliation publique. Chaque année, je voyais le pauvre homme dont j'avais tiré le nom afficher un sourire forcé, ses yeux criant « Pas de chance, je suis tombé sur la coquille vide ». Cette année-là, pourtant, l'air était différent, plus lourd, plus chargé de venin. Chloé, mon ennemie jurée depuis le bac à sable, venait d'annoncer ses fiançailles avec Marc, mon Marc, celui qui m'avait quitté 2 ans après le diagnostic, les larmes aux yeux, en m'expliquant qu'il ne pouvait pas renoncer à son rêve d'être père. Chloé paradait, son ventre déjà légèrement arrondi sous sa robe fleurie, son sourire en lame de rasoir me transperçant à chaque fois que nos regards se croisaient. Quand vint mon tour de plonger la main dans l'urne en verre, un silence pesant s'abattit sur la place du village. Je sentais des centaines d'yeux sur moi. Chloé, qui tenait l'urne, me gratifia d'un regard faussement compatissant. « Bonne chance, Élise » murmura-t-elle, assez fort pour que tout le premier rang entende. Ma main tremblait en dépliant le petit papier. Le nom qui y était inscrit n'appartenait à aucun des fermiers ou des commerçants habituels. Damien Rocher. Un hoquet collectif parcourut la foule. Certains ricanèrent, d'autres échangèrent des regards horrifiés. Damien Rocher n'était pas un célibataire ordinaire, c'était un paria, un rancheur qui vivait reclus à des kilomètres de la ville dans les contreforts sauvages de la Montagne Noire. Personne ne le voyait jamais. Les rumeurs les plus folles couraient à son sujet. On disait qu'il était défiguré, qu'il était violent, qu'il avait fui la civilisation après un drame terrible. On le surnommait la bête de la montagne. Personne n'avait jamais osé mettre son nom dans l'urne. Je levai les yeux vers Chloé. Son sourire était triomphant. Elle avait manigancé ça. C'était son chef-d'œuvre de cruauté. Envoyer la fille stérile à l'homme que tout le monde considérait comme un monstre. L'inutile et le rebut de la société réunis. La blague était parfaite. Les rires se firent plus audibles, se mêlant aux murmures de fausse pitié. Mon père serra les poings, ma mère porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. J'aurais dû m'effondrer, fuir en pleurant. C'est ce qu'ils attendaient tous. Mais à cet instant, quelque chose en moi se brisa. Pas la tristesse, pas la honte, non, c'était autre chose. Une colère froide, pure, qui gela mes larmes avant même qu'elles puissent se former. J'ai redressé les épaules. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux, puis j'ai balayé la foule du regard, m'imprégnant de chaque visage moqueur, de chaque regard apitoyé. « Très bien, dis-je, d'une voix claire et forte, qui résonna dans le silence soudain. Le choc sur le visage de Chloé fut ma première victoire. Personne ne s'attendait à ça. Ils pensaient me voir anéanti, mais ils avaient allumé un incendie. Le lendemain matin, contre l'avis de mes parents qui me suppliaient de rester, j'ai préparé un panier avec le peu que nous avions. Une tourte à la viande, du pain frais, une bouteille de vin de pays. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Ce n'était plus une blague, c'était un acte de défi. Mon défi. La route vers le ranch de Damien Rocher était à peine en chemin. Une piste de terre et de cailloux qui serpentait à travers la forêt, s'élevant de plus en plus haut dans la montagne. Ma vieille voiture tout sautait et peinait.
Plus j'avançais, plus le paysage devenait sauvage, indompté. Le soleil filtrait peine à travers les arbres denses. C'était un autre monde, loin de la méchanceté polissée de Val-des-Chênes. Après presque 2 heures de route, j'arrivais devant une barrière en bois brut. Derrière, un chemin menait à une maison isolée, une bâtisse en pierre et en bois sombre qui semblait avoir poussé là, comme un rocher. Le ranch était rustique, fonctionnel. Il y avait des chevaux dans un enclos, leurs robes brillant sous le soleil. L'endroit n'avait rien de menaçant, mais il dégageait une aura de solitude profonde. J'ai coupé le moteur. Le silence était assourdissant, seulement brusé par le vent dans les pins et le hennissement lointain d'un cheval. Mon cœur battait à tout rompre. La colère de la veille s'était muée en une peur glaciale. Qu'est-ce que je faisais là? J'étais venu pour prouver quoi au juste? Que j'étais capable de dîner avec un homme que la rumeur disait à moitié fou? Serrant mon panier contre moi comme un bouclier, je suis sorti de la voiture. J'ai franchi la barrière et j'ai marché lentement vers la maison. Chaque pas faisait crisser le gravier sous mes pieds, annonçant mon arrivée. J'avais l'impression de pénétrer sur un territoire interdit. Arrivé devant la porte massive en chêne, j'ai hésité. Ma main est restée suspendue en l'air pendant une éternité. Puis, prenant une profonde inspiration, j'ai toqué. 3 coups secs. Le silence retomba, plus lourd encore. J'ai attendu, le souffle court. 1 minute, 2 minutes, rien. J'allais me retourner, prête à abandonner, à leur donner raison, quand j'ai entendu un bruit de verrou qu'on tire. La porte a grincé en s'ouvrant lentement sur une obscurité profonde. Une silhouette massive s'est dessinée dans l'encadrement, bloquant presque toute la lumière. L'homme était immense, plus grand et plus large que tous les hommes que j'avais jamais vus. Il portait une simple chemise de travail, les manches retournées sur des avant-bras couverts de cicatrices et de muscles noueux. Son visage était dans l'ombre, mais je pouvais sentir son regard peser sur moi, intense, scrutateur. Une barbe épaisse couvrait le bas de son visage, et ses cheveux sombres étaient en bataille. Il n'a pas dit un mot, il s'est contenté de me dévisager, immobile. J'ai dégluti avec difficulté, ma gorge soudainement sèche. « Bonjour, ai-je, je m'appelle Élise, de Val-des-Chênes, pour la fête des cœurs solitaires. » Ma voix s'est éteinte en un murmure pathétique. L'homme a fait un pas en avant, sortant de l'ombre. Le soleil a éclairé son visage. Il n'était pas défiguré, mais son expression était plus dure que la pierre. Ses traits étaient anguleux, burinés par le vent et le travail. Une longue cicatrice blanche barrait son sourcil gauche et descendait jusqu'à sa pommette, lui donnant un air perpétuellement sévère. Mais ce sont ses yeux qui m'ont cloué sur place, des yeux d'un bleu glacial, comme un lac en hiver, qui semblaient voir à travers moi, à travers toutes mes peurs et mes faux semblants. Il a baissé son regard vers le panier que je serrais contre ma poitrine, puis l'a relevé vers mon visage. Une lueur indéchiffrable a traversé ses pupilles. Enfin, il a parlé. Sa voix était grave, râpeuse, comme si elle n'avait pas servi depuis longtemps, un grondement qui semblait venir des profondeurs de la terre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa question, simple et brutale, a fait voler en éclats le peu de courage qu'il me restait. La colère qui m'avait porté jusqu'ici s'est évaporée, me laissant seul avec ma peur et le ridicule de ma situation. J'ai balbutié, cherchant mes mots, le panier me paraissant soudain lourd et absurde. C'est la tradition, le dîner, j'ai tiré votre nom. J'ai fait une pause, puis un reste de ma défiance de la veille a refait surface. Apparemment, c'était censé être une blague très drôle. Un muscle a tressauté sur sa mâchoire. Il m'a observé pendant un long moment, son regard bleu perçant semblant disséquer mon âme. Je m'attendais à ce qu'il me claque la porte au nez. C'est ce que j'aurais fait à sa place. Mais au lieu de ça, il a reculé d'un pas, ouvrant la porte plus largement dans un geste laconique. C'était une invitation, ou peut-être un ordre, je n'aurais su le dire. Hésitante, j'ai franchi le seuil. L'intérieur était sombre et frais, sentant le bois ciré, le cuir et quelque chose de plus sauvage, de plus terreux. La maison était d'une propreté impeccable, mais elle était vide. Pas seulement vide de meubles superflus, mais vide de vie. Les murs en pierre étaient nus, les planchers en bois sombre ne portaient aucun tapis.
Il n'y avait pas de photos, pas de bibelots, rien qui ne trahisse une histoire ou une personnalité. C'était le repère d'un homme qui ne faisait que survivre, pas vivre. Il m'a conduite sans un mot jusqu'à une cuisine spacieuse, mais tout aussi austère. Une grande table en bois brut occupait le centre de la pièce. Il a désigné la table d'un signe de tête. Je me suis assise sur l'un des bancs, posant mon panier devant moi comme une offrande de paix. Il est resté debout, les bras croisés, m'observant déballer la tourte et le pain. Le silence était si épais que je pouvais l'entendre bourdonner dans mes oreilles. « Vous n'étiez pas obligé de venir », a-t-il dit finalement, sa voix un peu moins rêche que la première fois. « Je sais », ai-je répondu sans le regardant, en coupant une part de tourte avec des mains tremblantes. J'ai levé les yeux vers lui. Une étincelle de quelque chose, de la surprise, du respect, a brièvement traversé son regard glacial. Il a pris une assiette dans un placard, s'est assis en face de moi et a commencé à manger en silence. Le repas fut le plus étrange de ma vie. Nous n'avons échangé que des banalités. Le temps qu'il ferait, la qualité de ma tourte, la santé de ses chevaux. Il répondait par monosyllabes, mais il répondait. Il ne cherchait pas à me chasser. La bête de la montagne mangeait ma tourte et ne semblait pas sur le point de me dévorer. La peur a commencé à laisser place à une curiosité insondable. Qui était cet homme? Après le repas, alors qu'il débarrassait la table avec une efficacité silencieuse, je me suis levé, cherchant une excuse pour échapper à l'intensité de la pièce. « Je peux prendre l'air 5 minutes ?» Il a haussé un sourcil, mais a acquiescé d'un signe de tête vers la porte. Je suis sorti dans la cour. Le soleil de fin d'après-midi dorait les sommets des montagnes, et l'air était pur et vif. J'ai marché vers l'enclos des chevaux. Ils étaient magnifiques, des bêtes puissantes à la robe luisante qui semblaient parfaitement sereines. Mon regard a été attiré par un mouvement dans l'écurie dont la porte était restée entr'ouverte. Je me suis approché sans bruit. Et là, je l'ai vu. Damien. Il était agenouillé dans la paille à côté d'une jument nerveuse. Il ne me voyait pas. Son visage, si dur et fermé quelques minutes plus tôt, était transformé. Toute la sévérité avait disparu, remplacée par une douceur infinie. Il parlait à l'animal d'une voix basse et apaisante, sa grande main calleuse caressant doucement l'encolure de la jument. Il n'y avait plus de monstre, plus de paria, juste un homme, seul, partageant un moment de tendresse pure avec une créature qui ne pouvait pas le juger. Ce moment a tout changé. Mon bouclier de colère et de peur s'est fissuré. Derrière le mythe que la ville avait construit, il y avait un homme brisé, un homme d'une solitude si profonde qu'elle en était palpable, une solitude qui faisait écho à la mienne. Je suis retourné à la maison, le cœur battant pour une toute autre raison. Il était adossé au chambranle de la porte, m'attendant. Son masque dur était de retour en place, mais je voyais maintenant ce qu'il cachait. « Le village vous a envoyé ici pour se moquer de vous, a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Pourquoi? Le mot était simple, direct, il voulait la vérité. Et pour la première fois depuis des années, j'ai envie de la donner à quelqu'un. Parce que je suis stérile, ai-je lâché, le mot me brûlant la gorge. Dans un village où la seule chose qui compte est de fonder une famille, je suis une anomalie, une terre aride. C'était leur façon de mettre l'anomalie avec le monstre, pour que le tableau soit complet. Les larmes que j'avais retenues si longtemps ont commencé à perler au coin de mes yeux. Je les ai essuyées d'un revers de main rageux. Il n'a pas détourné le regard, il n'a pas montré de pitié et je lui en étais reconnaissante. Il a simplement encaissé ma douleur, comme s'il en connaissait le poids. Il est resté silencieux pendant un long moment, son regard perdu vers les crêtes lointaines des montagnes, comme s'il pesait le poids de mes paroles et le poids de sa propre existence. Le crépuscule commençait à teinter le ciel de violet et d'orange. Le monde semblait en suspens. Puis, il a reporté son attention sur moi. Son regard bleu n'était plus glacial. Il était intense, grave, et pour la première fois, j'ai y vu une lueur de détermination féroce. Il a pris, non pas comme une curiosité ou un objet de pitié, mais comme une égale, comme une pièce manquante à un puzzle que lui seul comprenait. « Ils vous ont humilié, a-t-il dit, sa voix basse un grondement sourd. Il fait un pas vers moi, réduisant la distance qui nous séparait. J'ai retenu mon souffle. Et si on leur donnait une vraie raison de parler, a-t-il continué, son ton devenant dangereusement sérieux. Ils voulaient une blague, donnons-leur un scandale qui les fera taire pour les 10 prochaines années.
Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Mon esprit s'emballait, cherchant un sens à ces paroles énigmatiques. Il a vu la confusion sur mon visage. « Élise » a-t-il dit, prononçant mon prénom pour la première fois. La façon dont il l'a dit, avec sa voix graveleuse, lui a donné un poids, une importance que je ne lui avais jamais sentie. « Épousez-moi ». Le mot a flotté entre nous, absurde et irréel, dans l'air frais du crépuscule. « Épousez-moi ». J'ai cru que j'avais mal entendu, que le vent de la montagne jouait avec ces paroles. J'ai éclaté d'un rire bref, un son strident et nerveux qui a brisé le silence. « Vous êtes fou ?» ai-je lâché, plus par réflexe que par conviction. « On ne se connaît même pas. C'est une blague encore plus cruelle que la leur. »« Ce n'est pas une blague, a-t-il répondu, son visage d'une gravité absolue. Il n'a pas bougé, son regard bleu me tenant captive. C'est un accord, une alliance. Regardez-nous, Élise. La ville nous a jetés l'un à l'autre comme des déchets. Il vous voit comme une terre stérile et moi comme un monstre sauvage. Il pense que nous méritons cette solitude. Il a fait un pas de plus, sa présence imposante me coupant presque le souffle. Si vous repartez ce soir, que va-t-il se passer? Vous aurez survécu à votre dîner avec la bête. Ils vous plaindront, ils chuchoteront dans votre dos, et Chloé vous regardera avec son sourire de pitié triomphante pour le reste de votre vie. Rien n'aura changé. Sauf que leur blague aura fonctionné. Vous serez encore plus isolé qu'avant. Chaque mot était une lame qui me transperçait, parce que chaque mot était vrai. Il décrivait l'avenir qui m'attendait avec une clarté insupportable. « Mais si vous restez, a-t-il poursuivi, sa voix basse vibrant d'une intensité contenue, si vous m'épousez, nous prenons le contrôle. Leur blague devient notre histoire, leur moquerie devient notre force. Le monstre et la stérile, ensemble. Cela les rendra fous, ils ne sauront plus quoi penser. Et qu'est-ce que j'y gagne, ai-je demandé, ma voix tremblante mais ferme. Une vie de recluse avec un homme que je ne connais pas, dans une maison au milieu de nulle part? Vous y gagnez la paix, a-t-il dit simplement, la liberté, mon nom, cette maison, la moitié de ce ranch. Et surtout, vous ne serez plus jamais la fille stérile de Val-des-Chênes. Ici, vous serez Élise Rocher, ma femme. Personne n'osera plus jamais vous regarder avec pitié. Ils vous regarderont avec peur, avec confusion, avec envie peut-être, mais jamais plus avec pitié. Je l'ai regardé, cherchant un signe de tromperie dans ses yeux. J'en ai trouvé aucun. Seulement la même solitude profonde que la mienne, mais transformée en une détermination d'acier. Il m'offrait un refuge, un bouclier. Il me proposait de transformer ma plus grande honte en une armure. C'était de la folie pure. C'était l'idée la plus insensée que j'ai jamais entendue. Et c'était la seule porte de sortie que j'avais jamais entrevue. Je me souvenais de son visage, adouci par la tendresse, alors qu'il parlait à sa jument. Il n'était pas un monstre. C'était un homme blessé qui avait appris à vivre avec ses cicatrices. Tout comme moi. J'ai pris une profonde inspiration, l'air pur de la montagne remplissant mes poumons. J'ai levé le menton et j'ai plongé mon regard dans le sien. D'accord. Le trajet de retour vers Val-des-Chênes le lendemain matin était surréaliste. J'étais assise à côté de lui dans son pick-up imposant, le silence entre nous n'était plus gênant, mais rempli d'une tension expectante. Nous n'étions plus deux étrangers, nous étions des conspirateurs. En arrivant en ville, il s'égarait directement devant la mairie, ignorant les regards éberlués des passants qui le reconnaissaient peine. Il n'avait pas mis les pieds ici depuis des années. Nous sommes entrés dans le bâtiment, sa présence massive faisant paraître le hall d'entrée minuscule. La secrétaire a levé les yeux de ses papiers. Son sourire professionnel s'est figé en une grimace de stupeur en le voyant. « Nous venons pour une demande de publication des bans », a annoncé Damien de sa voix de rocaille. La femme a cligné des yeux, regardant de lui à moi, puis de nouveau à lui. « Pour qui ?»« Pour nous », ai-je répondu calmement, en posant ma main sur le comptoir. La nouvelle s'est répandue dans Val-des-Chênes plus vite qu'un feu de brousse. Au moment où nous sommes sortis de la mairie, les murmures nous suivaient déjà dans la rue. C'était mieux que ce que Damien avait prédit. Ce n'est pas de la pitié, c'était un choc sismique. Et puis je l'ai vue, Chloé. Elle sortait de la boulangerie, son Marc à ses côtés. Elle m'a aperçu et un sourire venimeux a étiré ses lèvres. Elle s'est approchée, prête à savourer sa victoire, à me demander des détails croustillants sur ma soirée d'épouvante. Son sourire s'est effacé quand elle a vu Damien émerger de l'ombre de l'auvent derrière moi.
Il la dominait de toute sa hauteur, son visage une toile impénétrable. « Élise, a-t-elle minaudé, retrouvant un peu de sa contenance, quelle surprise de te voir! Alors la bête ne t'a pas mangé ?» J'ai souri, un vrai sourire pour la première fois depuis moi. « Non, Chloé, il m'a demandé en mariage. » Le choc sur son visage était une œuvre d'art. Sa bouche s'est ouverte et refermée comme celle d'un poisson hors de l'eau. Elle a cherché du soutien auprès de Marc, qui semblait tout aussi abasourdi. « C'est une blague » a-t-elle balbuté. « Non » a grondé Damien, sa voix faisant vibrer l'air entre nous. « Nous nous marions dans 2 semaines. Vous recevrez une invitation. » Il a posé une main sur le bas de mon dos, un geste possessif et protecteur, qui a fait taire toutes les autres conversations autour de nous, et m'a guidé vers son véhicule, nous éloignant de la foule médusée. La blague de Chloé lui avait explosé au visage. Notre mariage a été une affaire rapide et sans cérémonie au tribunal. Mes parents étaient là, partagés entre le soulagement de me voir échapper à mon statut de vieille fille et la peur de cet homme qu'ils ne comprenaient pas. Ensuite, nous sommes retournés au ranch. Ma nouvelle vie a commencé. C'était une vie de silence et de routine. Nous occupions des chambres séparées aux extrémités opposées de la maison. Nous partagions nos repas, mais rarement nos pensées. Damien m'a appris le travail du ranch. J'ai appris à soigner les chevaux, à réparer les clôtures, à reconnaître les signes de la météo dans le vent. Le travail physique m'a endurci, il a chassé les fantômes de mon ancienne vie. J'ai découvert que Damien n'était pas seulement silencieux, il était attentif. Il remarquait quand j'étais fatigué et finissait ma tâche. Il laissait une tasse de thé chaud sur la table les matins froids. De mon côté, j'ai essayé d'apporter un peu de vie dans sa forteresse vide. J'ai planté des fleurs, j'ai cuisiné des repas plus élaborés, j'ai laissé des livres ouverts sur la table du salon. Lentement, très lentement, les murs ont commencé à se fissurer. Un soir d'hiver, une tempête de neige nous a bloqués à l'intérieur. Le générateur est tombé en panne et nous sommes restés éclairés à la seule lumière du feu dans la cheminée. Pour la première fois, il m'a parlé de son passé, de l'accident qui lui avait laissé sa cicatrice et avait emporté ses parents. Ce soir-là, je n'ai pas vu un monstre ou un étranger. J'ai vu un homme dont la douleur faisait écho à la mienne. En écoutant sa voix rauque se briser en racontant son histoire, j'ai posé ma main sur la sienne. Il s'est tourné vers moi, ses yeux bleus brillant dans la lumière des flammes. Et pour la première fois, il m'a regardé non pas comme une alliée, mais comme une femme. Cette nuit-là, il n'y a plus eu de chambre séparée. Ce n'était pas un acte de passion enflammée, mais quelque chose de plus profond. C'était la rencontre de 2 solitudes, la reconnaissance silencieuse que nous n'étions plus seuls. Les mois qui ont suivi ont été différents. Une nouvelle intimité, douce et fragile, s'est installée entre nous. Nous parlions plus, nous sourions parfois. La vie était calme, paisible. J'avais trouvé ma place, loin du monde qui m'avait blessé. Puis, un matin de printemps, près d'1 an après mon arrivée au ranch, quelque chose a changé. Je me suis réveillé avec une nausée tenace. J'ai mis ça sur le compte du dîner de la veille, mais ça a continué, le lendemain et le jour d'après. J'étais fatigué, une fatigue profonde, osseuse, que je n'avais jamais ressentie. Et puis, j'ai réalisé. Mes cycles, toujours d'une régularité de métronome, étaient en retard. Mon cœur s'est emballé. C'était impossible, absolument impossible. Le docteur Mounier avait été catégorique. Les spécialistes de la grande ville avaient confirmé. Une anomalie congénitale rare, avait-il dit. Aucune chance. C'était la vérité sur laquelle toute ma vie d'adulte avait été construite. Je me suis précipité dans la cuisine, mes mains tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber le calendrier mural. J'ai compté les jours. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le retard était là, incontestable. Un vertige m'a saisi, un mélange de panique et d'un espoir si terrifiant que je n'osais même pas le nommer. J'ai posé une main sur mon ventre, un geste instinctif que je m'étais interdit toute ma vie. Non, c'était sûrement autre chose. J'étais malade. Le stress, un dérèglement hormonal, n'importe quoi. Mais pas ça, pas l'impossible. Pendant 1 semaine, j'ai vécu dans un brouillard de déni et d'angoisse. Chaque matin, la nausée revenait me rappeler cette possibilité insensée. Je n'ai rien dit à Damien. Comment aurais-je pu? Comment formuler un espoir qui avait été déclaré mort et enterré 10 ans plus tôt? Lui parler, c'était le rendre réel, et j'avais trop peur que la réalité ne vienne le briser en 1000 morceaux, nous emportant avec lui. Lui, qui avait accepté une femme stérile, que penserait-il de cette folie? Finalement, n'y tenant plus, j'ai pris une décision.
Prétextant une visite à mes parents, j'ai pris la route, non pas vers Val-des-Chênes, mais vers la grande ville la plus proche, où personne ne me connaissait. Je me suis rendu dans une pharmacie et, le cœur battant à me rompre la poitrine, j'ai acheté 3 tests de grossesse de marques différentes. Je ne pouvais pas faire confiance à un seul. De retour dans la solitude du ranch, Damien était parti vérifier des clôtures dans les pâturages éloignés. Je me suis enfermé dans la salle de bain. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à ouvrir les boîtes. J'ai suivi les instructions à la lettre, alignant les 3 petits bâtonnets de plastique sur le bord du lavabo. Puis j'ai attendu. Ce furent les 3 minutes les plus longues et les plus terrifiantes de toute mon existence. Le temps semblait s'être arrêté. Je n'osais pas respirer, je n'osais pas regarder. Finalement, j'ai baissé les yeux. Sur le premier test, 2 lignes roses, vives et insolentes s'affichaient. Mon souffle s'est coupé. Sur le deuxième, un petit plus, clair et net. Et sur le troisième, le mot « enceinte » était écrit en toutes lettres digitales. Je me suis effondré sur le sol, la main sur la bouche pour étouffer un sanglot qui était à la fois un cri de joie et de terreur pure. Ce n'était pas un dérèglement, ce n'était pas le stress, c'était un miracle impossible, inexplicable, qui se nichait au creux de mon ventre. Toute ma vie, on m'avait défini par ce que je ne pouvais pas avoir, par ce manque. Et maintenant, j'étais pleine de vie. Quand Damien est rentré ce soir-là, il m'a trouvée assise sur les marches du perron, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Il a dû voir que quelque chose avait changé dans mon regard, car il s'est assis à côté de moi sans un mot, attendant que je parle. J'ai pris sa grande main cailleuse entre les miennes et je l'ai posée sur mon ventre. Il a froncé les sourcils, perplexe. « Damien », ai-je murmuré, ma voix tremblante, « je crois que les médecins se sont trompés. » La confusion dans ses yeux s'est lentement transformée en une compréhension stupéfaite. Sa main s'est crispée sur mon ventre, puis s'adoucit. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Les mots lui manquaient. Il se contentait de me regarder. Ses yeux bleus sont dans les miens, et j'y ai vu une émotion si puissante, si brute, qu'elle m'a submergé. C'était un mélange de choc, d'incrédulité et d'une joie si fragile qu'il semblait avoir peur de la briser en respirant. Cette nuit-là, il m'a tenu dans ses bras, non pas comme un amant, mais comme un homme protégeant le trésor le plus précieux au monde. Notre accord, notre alliance de paria, s'était transformée en quelque chose de bien réel, une famille. Les 9 mois suivants furent les plus beaux de ma vie. Mon corps, que j'avais si longtemps considéré comme une trahison, est devenu une source d'émerveillement. Damien était d'une attention de tous les instants. Il me parlait peu, mais ses actions criaient son amour et son anxiété. Il a renforcé l'escalier, installé des tapis pour que je ne glisse pas, et passé des heures à lire des livres sur la grossesse et les nouveau-nés, son grand corps penché sur les pages avec une concentration intense. La nouvelle, bien sûr, a fini par atteindre Val-des-Chênes. Au début, personne n'y a cru. C'était la stérile, après tout, une autre de ses excentricités. Mais quand mes parents sont venus nous voir et qu'ils m'ont vu, le ventre bien arrondi, la rumeur est devenue un fait. La ville était abasourdie. Le monstre et la stérile allaient avoir un enfant. Leur blague avait donné naissance à un miracle. Chloé, m'a-t-on dit, était devenue livide en l'apprenant. Notre fils est né au début de l'été, dans la chambre que Damien avait construite de ses propres mains, avec l'aide d'une sage-femme venue de la ville voisine. Il était parfait. Il avait les cheveux sombres de son père, et quand il a ouvert les yeux, j'ai vu le même bleu profond et intense que le lac en hiver. Nous l'avons appelé Léo. Quelques mois plus tard, la fête des cœurs solitaires battait son plein sur la place de Val-des-Chênes. Damien et moi n'y étions pas allés depuis notre mariage. Mais ce jour-là, j'ai su que nous devions le faire. Non pas par vengeance, mais pour boucler la boucle, pour fermer la porte sur le passé. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi. Le pick-up de Damien, toujours aussi imposant, s'est garé le long de la place. Un silence s'étendit quand nous sommes descendus. Damien, droit et fier, ne quittait pas mon visage des yeux. Et moi, je tenais dans mes bras un petit paquet emmitouflé dans une couverture blanche. Nous avons traversé la place. Les gens s'écartaient sur notre passage, leur visage un mélange de curiosité, de respect et peut-être même d'un peu de peur. J'ai vu mes parents, qui ont accouru vers nous, les larmes aux yeux, pour embrasser leur petit-fils. Et puis, je l'ai vue, Chloé. Elle était là, avec Marc. Elle n'avait plus son arrogance d'antan. Son visage était tendu, son sourire forcé. Elle nous a regardés approcher, ses yeux fixés sur le bébé dans mes bras. Je me suis arrêté devant elle. Le silence était total. Elle a regardé Léo, qui s'était réveillé et l'a fixé de ses grands yeux bleus.
Elle a regardé Damien, qui se tenait à mes côtés, une montagne protecteur. Puis elle m'a regardé, moi, la fille stérile, qu'elle avait envoyée au monstre par pure méchanceté. Je n'ai rien dit, j'en avais pas besoin. Mon bonheur était ma seule réponse. La vie qui palpitait contre mon cœur était la plus belle des revanches. J'ai souri, un vrai sourire, calme et serein, un sourire de femme comblée, qui avait trouvé son foyer dans les bras de l'homme qu'on lui avait destiné par moquerie. Nous n'avons pas fait le tour de la fête, nous n'étions pas venus pour ça. Nous sommes retournés à notre voiture, laissant derrière nous une ville entière en pleine contemplation. Alors que Damien démarqua le moteur, j'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur. Je voyais les visages, les murmures qui reprenaient, mais ils ne pouvaient plus m'atteindre. La route qui nous ramenait chez nous, vers notre ranch dans la montagne, me semblait plus belle que jamais. J'ai regardé mon mari, l'homme des silences et des gestes qui parlent, puis j'ai regardé notre fils endormi paisiblement contre moi. Ils m'avaient envoyé ici pour me perdre, pour m'humilier, et c'est ici, loin de leur monde étriqué, que je m'étais trouvé. C'est ici que je vais trouver la vie, et je savais, avec une certitude absolue, que je rentrais enfin à la maison.